Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme l'a dit Zenep, on va essayer de prolonger les débats extrêmement intéressants qu'il y a eu précédemment et les interventions sur un croisement entre le logement et la mobilité. J'espère qu'on va arriver à faire l'exercice, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un rapide tour de table pour vous présenter votre organisation et les travaux que vous menez. On finira par Aurélien qui nous présentera quelques petits slides avec des données factuelles qui permettront ensuite de faire ce débat croisé. L'idée étant que chacun rebondisse sur les propos qui ont pu être tenus précédemment ou qui seront tenus pendant cette table ronde. Emeline, est-ce que je vous laisse commencer ? Donc, bonjour à tous, je suis Emeline Kenjian, donc je suis une ex-SGPE. Du coup, j'ai quitté le SGPE il y a maintenant quelques mois. J'ai contribué au lancement et à la préconfiguration du SGPE et en fait, je me suis occupée de toutes les questions liées à l'engagement. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais du coup, on va dire que l'engagement a été, d'un point de vue, dans un premier temps, plutôt essayer de raconter, de définir en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes la nouvelle méthode de planification écologique et de faire travailler en fait les entreprises, les collectivités, les administrations, les cabinets ministériels, la société civile plus globalement autour de la conception de ce plan qui avait quand même pour mission de définir les objectifs, les trajectoires, ainsi qu'un certain nombre de solutions pour atteindre du coup, nos enjeux climatiques. Et puis, bien évidemment, d'éclairer autant que faire se peut les décisions politiques. Et puis, dans un deuxième temps, du coup, je me suis plus particulièrement occupée de tous les sujets liés au mode et au changement de mode de vie, puisqu'on s'est rendu compte que du coup, c'était en effet un petit peu l'angle mort de nos travaux. Et donc aujourd'hui, j'ai changé et j'ai décidé de rejoindre un des acteurs privés, en fait, qui est un acteur de la transition écologique et de la mobilité durable. Et donc là, pour le coup, c'est assez drôle parce que je me retrouve de l'autre côté de la barrière, mais confrontée exactement avec les mêmes problématiques. Et donc, comment, en fait, à la fois je fais pour bouger davantage la réglementation et pour embarquer, en fait, toutes les parties prenantes, parce que nous ne sommes qu'une partie prenante et, en fait, nous avons besoin de créer les conditions d'un mouvement collectif, du coup, pour faire advenir une mobilité plus durable. Pardon, j'ai été très longue. Merci, Emeline. Donc moi, je suis Antonin Potier, je suis maître de conférence de l'école des hautes études en sciences sociales, donc le HESS. Je travaille depuis plusieurs années sur les enjeux du changement climatique et des politiques publiques, en particulier des politiques publiques d'inspiration économiciste. J'ai travaillé donc sur ces enjeux d'impact différencié de la transition ou d'impact différencié, écologique différencié, c'est-à-dire le poids carbone, si vous voulez, des différents modes de vie. Donc, il y a une de mes études qui a été projetée par Nicolas Duvaux tout à l'heure. Donc, c'est ce type de choses que je fais, que je continue à faire. Et j'ai publié il y a 1 an avec Emmanuel Combé un ouvrage qui s'appelle Un nouveau contrat écologique qui recoupe pas mal de ce qui a été dit, que ce soit par Nicolas Duvaux, par Mathieu Sojo ou par Solange Martin dans la table ronde. Enfin, dans la présentation avant cette table ronde. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Sylvie Landriève. Je dirige le Forum Vie Mobile, qui est un institut de recherche sur la mobilité. Donc ce que nous, on met derrière mobilité, c'est la façon dont les gens déploient leur mode de vie dans l'espace et dans le temps. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est, alors comme vous le savez, en fait, les transports, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre, et les déplacements des personnes, c'est la moitié de ce tiers, donc c'est beaucoup. Et donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de savoir comment on peut passer à un autre monde, à un monde où les déplacements n'émettraient plus. Et ça, en fait, on le fait grâce à des réflexions dans la poursuite de ce que disaient les précédents intervenants sur la nécessité d'avoir une vision démocratique de la transition. Nous, on fait des enquêtes où on demande aux gens ce qu'ils veulent.
Donc non pas en leur disant voilà, l'écologie ça doit être comme ça, ce vers quoi il faut aller c'est ça. On leur demande comment ils veulent vivre, où ils veulent vivre, comment ils veulent se déplacer. On le fait aussi bien par des enquêtes internationales quantitatives très importantes ou aussi avec un forum citoyen qu'on réunit régulièrement sur la mobilité, donc sur la mobilité liée au travail, sur la mobilité du temps libre, sur les mobilités de santé. On va dire que c'est un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, mais par contre, on ajoute à ça qu'on a une bonne représentativité de la diversité des pratiques. Par exemple, si on fait un forum citoyen sur les mobilités de travail, on a des gens qui travaillent la nuit. Voilà. Et après, on fait des propositions qui respectent le cadre qui a été indiqué par les habitants et qui, pour nous, en fait, bien sûr, sont moins émettrices de gaz à effet de serre. Bonjour, Aurélien Bigot. Donc moi, je suis chercheur sur la transition des transports et du coup, je suis chargé aussi de vous montrer quelques données, au moins pour en tout cas lancer les débats, notamment sur certains aspects de pratiques de mobilité qu'on peut observer, ou en tout cas telles qu'elles ont pu être enquêtées aussi dans la dernière enquête de mobilité des personnes qui a été faite en France en 2019. Donc, je vais essayer de vous donner quelques ordres de grandeur, en tout cas, qu'on peut avoir sur nos déplacements aujourd'hui, comment ils sont réalisés, notamment avec quel mode de transport. Si on regarde un peu sur 3 types de caractéristiques de mobilité sur lesquelles on peut regarder la répartition entre les différents modes, aussi bien en nombre de trajets effectués par jour et par personne, en termes de temps de transport ou en termes de distance parcourue. On voit en tout cas que c'est la voiture qui est très largement dominante dans les pratiques de mobilité. On verra après de manière un petit peu plus détaillée, suivant certains types de territoires, notamment quelles sont les différences de pratiques. Et puis, deuxième mode de transport derrière, ça va être la marche, si on raisonne en nombre de déplacements, en temps de transport également, bien que ce mode de transport soit trop souvent oublié dans les pratiques de mobilité. Puis ensuite, on a les transports en commun ferroviaires, routiers, puis le vélo. Et puis si on regarde cette fois-ci en distance parcourue, le deuxième mode de transport, ça va être le transport aérien, et c'est aussi ce qu'on va retrouver si on raisonne en termes d'émissions de notre mobilité au global, où là, cette fois-ci, le transport aérien va être aussi autour des 20% d'émissions de gaz à effet de serre. Après, ça dépend si on compte que les émissions directes de CO2 ou aussi des traînées de condensation d'autres effets CO2 qu'il peut y avoir dans le transport aérien. Et ensuite, je vais vous montrer quelques graphiques un peu plus détaillés. Alors, désolé si des fois, ils vont être un petit peu lourds en termes d'image, mais pour déjà préciser un petit peu le type de graphique que je vais montrer après. Il y a notamment une différenciation entre différentes classes de distance qui va apparaître dans mes graphiques suivants, et notamment de voir ici, là, sur différentes classes de distance, à quel point on a beaucoup de nos déplacements qui sont sur des trajets relativement courts. On voit que, notamment, sur les trajets de moins d'1 kilomètre, on a 17% de nos déplacements. Sur 1 à 10 km, on a plus de la moitié de nos déplacements qui sont sur ce type de distance-là. Mais après, ça va représenter une part qui est plus faible en termes d'émissions, puisque ce sont des déplacements qui sont plus courts. Et au contraire, si on regarde les plus longues distances, j'y reviendrai ensuite, on voit par exemple que 0,1% de nos déplacements, qui sont à plus de 1000 km du domicile, représentent de l'ordre de 20% cette fois-ci, à la fois des distances et des émissions. Si je vous présente ça un peu en introduction, c'est pour passer à d'autres graphiques qui regardent ça, notamment selon les catégories de revenus, et notamment des chiffres qu'on a dans l'enquête mobilité des personnes, qui au premier regard ne sautent pas forcément aux yeux sur les différences de pratiques de mobilité selon les quartiles de revenus, mais quand on regarde un petit peu en termes de distance parcourue, ce qu'on voit, c'est que pour les déplacements vraiment les plus courts, il va y avoir un peu plus de trajets de moins d'1 kilomètre, par exemple pour les ménages du premier quartile, donc les ménages aux revenus les plus modestes par rapport aux ménages les plus aisés. Et plus on monte dans les distances, plus le nombre de déplacements faits par les plus aisés va être plus importante par rapport aux ménages plus modestes. Donc plus on est riche, en gros, plus on va faire beaucoup de trajets à plus longue distance. Et ce qui nous donne aussi, si on regarde non pas uniquement en nombre de déplacements, mais aussi en proportion des émissions, notamment des inégalités qui sont plus marquées. Donc ce qui pose aussi des questions en termes de responsabilité
commune mais différenciée, qui est un des principes de l'ONU aussi sur les négociations climatiques. Si on regarde sur les émissions de la mobilité, où sont les principales émissions, on peut voir aussi une contribution supplémentaire en termes d'émissions des ménages les plus aisés, et d'autant plus en tout cas sur les mobilités à longue distance, et notamment sur le transport aérien, mais pas que, sur aussi les autres modes de transport de longue distance. Il y a des inégalités qui sont aussi marquées. Et puis si on regarde un petit peu un autre aspect avec un focus un peu plus sur le premier quartile de revenus des ménages moins aisés, on a tendance à voir sur les graphiques en termes de répartition modale, notamment que finalement la place de la voiture va être moins forte sur le premier quartile de revenus, et ce serait encore plus marqué si jamais on avait des différences selon les déciles de revenus, notamment parce que pour les ménages les plus aisés, la possession de voitures est moins importante, et comme je disais, le nombre de trajets et les distances réalisées en voiture sont plus faibles, alors que d'autres modes de transport, comme par exemple le bus notamment, c'est particulièrement marqué, mais aussi la marche finalement, vont être plus utilisés pour ce type de ménage-là, et c'est aussi certaines vulnérabilités finalement qui peuvent apparaître aussi sur les capacités des différents types de ménages, et notamment selon les revenus, à se saisir de différents modes de transport selon notamment leurs revenus et voilà, les moyens à disposition d'un point de vue financier. Si on regarde aussi d'autres types d'inégalités qui apparaissent comme très marquantes dans l'enquête de mobilité, ça va être celle selon la densité de communes de résidence. Alors il y aurait plein d'autres types d'inégalités dont je ne vais pas parler, notamment ça a été cité tout à l'heure, des inégalités qui sont particulièrement visibles aussi sur la mobilité en fonction de l'âge, en fonction du genre, en fonction des capacités physiques aussi pour se déplacer, ou encore des compétences de mobilité à saisir de tel ou tel mode de transport. Mais si je reviens aussi sur l'aspect du type de commune, ou en tout cas de densité de communes de résidence, on voit encore une fois sur l'analyse par type de distance que pour les ménages qui habitent dans les communes rurales, ils vont avoir moins de déplacements très courts de moins d'1 kilomètre. Au contraire, ceux qui habitent dans les zones plus denses vont avoir plus de disponibilité des services, des commerces à proximité, donc plus de possibilités aussi d'avoir un mode de vie plus en proximité, avec des plus courtes distances. Et de nouveau, si on raisonne en termes de vulnérabilité aussi et de dépendance à la voiture, là on voit sur les plus longues distances à quel point la voiture est ultra prédominante, par exemple pour les ménages des communes rurales, en comparaison à des alternatives à la voiture qui sont beaucoup plus marquées pour les habitants des communes denses. Et puis aussi ces longs trajets du quotidien, on pourrait les appeler comme ça, finalement ces trajets de 20 à 100 km qui sont 2 fois plus nombreux aussi pour les habitants des communes rurales que les habitants des communes denses, avec aussi, comme on l'a évoqué, avec des phénomènes de dépendance à la voiture pour ce type de déplacement, des vulnérabilités qui peuvent être particulièrement fortes, par exemple en cas de hausse des prix des carburants. Et puis de nouveau, si on regarde en termes d'émissions, ça se répercute aussi sur finalement les niveaux d'émissions suivant les différents types de ménages, ou suivant les distances parcourues. Je ne vais pas de nouveau détailler trop ce graphique-là, mais juste ce qu'on voit en tout cas sur le graphique précédent, c'est en tout cas la prédominance de la voiture dans notre mobilité sur des gammes de distances finalement très variées. En gros, dès qu'on est au-delà des 1 km parcouru, c'est plus la marche qui domine, mais c'est la voiture. Dès qu'on est en deçà des 1000 km, ce n'est pas l'avion, c'est la voiture. Et puis, des mobilités alternatives sur ces distances-là, les mobilités alternatives à la voiture et les transports en commun en particulier, sont surtout développées pour les habitants des communes denses, mais beaucoup moins sur le reste du territoire aussi, ce qui pose des questions de transition de ces mobilités pour ces territoires-là. Et si on essaie de se projeter dans une mobilité plus sobre à l'avenir, quelle transformation on peut essayer de mettre en avant pour répondre à cette dépendance à la voiture individuelle, qui est un mode de transport à la fois coûteux d'un point de vue financier, d'où le lien avec la question des inégalités, de la justice sociale, et puis aussi, bien évidemment, on l'a vu, impactant d'un point de vue de l'environnement. Donc à la fois sur les mobilités de plus courte distance, davantage développer les mobilités actives, sur les déplacements de plus longue distance, développer les transports en commun davantage qu'aujourd'hui, notamment quand les flux de déplacement sont
sont suffisants pour pouvoir mettre en place ce type d'alternative. Et puis sur d'autres mobilités ou sur d'autres types de territoires qui sont moins denses aussi, développer d'autres types d'alternatives à la voiture individuelle avec de la voiture partagée ou des véhicules qui sont plus sobres. Et en fait, un petit peu ces différents modes de transport que j'ai pu évoquer qui sont visibles ici sur les déplacements, notamment du quotidien, en général sont moins coûteux que ceux de la voiture individuelle. C'est-à-dire que c'est une opportunité aussi de développer ces mobilités-là pour pouvoir être plus accessibles d'un point de vue financier. Donc un certain nombre de leviers de transition qui peuvent aller dans ce sens-là. Je ne vais pas trop détailler sur les autres leviers ici, juste pour rappeler les différents leviers qu'on peut avoir dans la stratégie nationale bas carbone sur la transition des mobilités. Et donc il y a 5 leviers, certains leviers plutôt de sobriété, d'autres leviers plus technologiques. Et juste pour faire le lien avec la question des dépenses de mobilité, et donc des vulnérabilités qui peuvent exister en fonction des revenus. Les leviers de sobriété, globalement, vont plutôt dans le sens d'une réduction des dépenses de mobilité, telles que je l'évoquais sur les différents modes de transport. Donc si on réussit à réduire les distances parcourues, c'est plutôt moins de dépenses, donc ça va dans le bon sens. Les mobilités actives, la marche, le vélo, sont moins coûteuses que la voiture. Les transports en commun, en particulier au quotidien, sont moins coûteux aussi que la possession et l'usage d'une voiture. Le covoiturage, moins coûteux que l'autosolisme, ou encore des véhicules sobres aussi qui peuvent être moins coûteux. Sur les leviers technologiques, c'est plus compliqué, on pourrait y revenir suivant par exemple sur la transition de l'automobile et par exemple sur le passage à l'électrique, où là les effets sont plus contrastés mais ne vont pas tous dans le même sens. Mais donc ça peut donner une impression en tout cas d'alignement, en tout cas notamment par certaines causes communes de prédominance de la voiture individuelle à la fois coûteuse et avec des forts impacts environnementaux, aussi un alignement sur un certain nombre de leviers qui vont plutôt répondre à la fois aux aspects environnementaux et sociaux, et en même temps, bien évidemment, tout ce qui nous reste aussi à débattre, c'est que selon les outils qui sont mis en œuvre, bien évidemment, les impacts sociaux peuvent être très différenciés et ne vont pas forcément dans le sens de la justice sociale. Par exemple, pour ne donner qu'un élément, une taxe carbone va simultanément agir, encourager les 5 différents leviers de transition en termes de réduction des émissions de CO2. Et comme ça a été cité, bien évidemment, en termes d'impacts sociaux, ça peut avoir des impacts bien plus importants sur des ménages précaires. Donc, selon les politiques de transition mises en œuvre, ça pose des questions importantes, en tout cas en termes de répartition sociale, des effets aussi de ces politiques. Merci Aurélien. On enchaîne. Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'a présenté Aurélien d'une part, et puis aux interventions qui ont pu avoir lieu dans la phase précédente pour compléter, réagir, apporter des axes complémentaires? Je vois que Sylvie, tu prends le micro. Du coup, donc, tout en louant et en nous servant très très souvent des graphiques d'Aurélien, moi je dirais je ferai un pas de côté quand même sur plusieurs choses. D'une part, en fait, ce qui est présenté, c'est les déplacements actuels. Et donc, tous les leviers, ils sont en imaginant qu'on fait les mêmes déplacements autrement, et si possible, moins carbonés. Et malgré tout, ça pose 2 problèmes. D'abord, ça fait abstraction de ce que veulent les gens. Est-ce que les gens veulent la même chose qu'aujourd'hui ? Et nous, quand on les interroge, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent vivre le plus souvent dans le territoire où ils vivent déjà. Donc ça veut dire dans toute une variété. Donc ça, c'est un peu la variété dont parlait Mathieu tout à l'heure. En fait, il y a plein de types de gens. Il y a des gens qui veulent vivre à la campagne, des gens qui veulent vivre dans les bourgs ruraux, des gens qui veulent vivre dans les grandes villes. Donc le seul endroit dont une personne sur 2 veut partir, c'est l'Île-de-France. Voilà. Pour l'instant, j'ai aucun succès auprès des élus quand je le leur dis. Deuxième chose, en fait, on fait une enquête auprès de 12 000 personnes dans les pays riches, on va dire, qui ont à peu près le même taux d'équipement en voiture, c'est-à-dire à peu près 80%. Donc on fait une enquête aux États-Unis, au Japon, en France, en Allemagne, en Espagne. Et 80% de la population dit « moi je veux un mode de vie plus lent », c'est-à-dire non pas forcément me déplacer moins vite, mais en tout cas avoir moins de déplacements fréquents et contraints. Je voudrais vivre en plus grande proximité. Et quand après on essaye de voir ce que c'est que la proximité, en fait ça veut dire que les gens voudraient vivre, si possible, en gros à moins de 30 km de leur domicile, quel que soit le cadre de vie que j'ai évoqué précédemment, ou alors à moins de 30 minutes pour les endroits qui sont plus métropolisés.
Donc nous, en fait, notre question, c'est comment on fait pour faire advenir ce monde où les gens, en fait, ont envie de vivre. Et le problème que pose l'équation, donc je ne sais pas si on peut la remettre, enfin, l'équation que présente Aurélien, c'est qu'en fait, on a l'impression que si on fait tout ça, si on fait du covoiturage, et puis on ajoute du vélo, et puis on ajoute de la marche, on ajoute de la voiture électrique, et puis un petit peu de train et un petit peu de car, en gros, on va s'en sortir. Et donc, pour nous, c'est vraiment une impasse des politiques menées actuellement, c'est qu'elles sont sans vision systémique. Et donc, additionner plein de petites politiques qui vont dans le bon sens, ça ne fait pas une grande politique qui va dans le bon sens. Donc, je vais donner un exemple très simple. Si la part du vélo, elle est multipliée par 2, c'est super. Mais si dans le même temps, le volume global des déplacements carbonés, il a augmenté plus que proportionnellement, on n'a rien gagné. Et donc, en fait, c'est ça le problème en fait, de l'équation, c'est qu'elle ne parle pas du volume global, elle parle que de... Voilà. Alors, la demande, donc je vais faire une autre critique sur la demande, en fait. La demande, en fait, c'est laisser entendre que les pratiques, c'est ce qu'on veut faire. On fait, en fait, et finalement, moi je dirais, c'est un petit peu étonnant de la part des gens qui font des politiques publiques. En fait, finalement, ils ont adopté le vocabulaire du marketing. Or, en fait, on sait très bien que ce qu'on achète, c'est quand même ce qui est sur étagère. Donc, on a une part de liberté, mais on fait des compromis. En fait, ce qu'on fait, c'est pas complètement ce qu'on veut. C'est pas complètement contraint, mais c'est pas complètement ce qu'on veut. Donc, quand on parle de demande, on fait comme si, en fait, voilà, c'est les gens, ils adorent ça, comment ils veulent absolument. Maintenant, c'est pas vraiment la demande. C'est en fait leur déplacement. Mais leur déplacement, il y a une part de ceux qui font parce qu'ils ont envie de les faire, puis il y en a toute une part, ils aimeraient bien s'en débarrasser. Donc voilà, donc nous, vraiment, ce qu'on essaye de mettre sur la table, c'est qu'il faut vraiment penser à un système complet alternatif au système actuel. Aujourd'hui, on a beau parler de plein de choses, quand même, l'essentiel, c'est la voiture. 80% des déplacements sont faits en voiture. Ce n'est pas du tout un problème résiduel, ce n'est pas le problème de la campagne, parce que sinon, ou alors on est 80% habités à la campagne, c'est possible aussi. Mais donc voilà, 80% des déplacements sont faits en voiture. Bien sûr, les distances, elles sont plus longues quand on est dans les territoires peu denses, mais malgré tout, c'est un problème systémique, ce n'est pas un problème résiduel. Alors du coup, pour commenter ce schéma, pour être un peu plus positif, je pense que ça, de toutes les manières, c'est un des schémas sur lequel, du coup, qu'on a beaucoup travaillé nous, du coup, au SGPE, et qui montre en effet qu'on ne peut pas attaquer le sujet de l'immobilité par un des sujets, mais qu'il faut pour le coup avoir une approche sur l'ensemble des leviers. Donc, ce que montre tout à fait ce slide. Peut-être moi je rajouterais deux choses. La première chose, c'est que en fait, donc, on a beaucoup, pour revenir aussi à la thématique de la transition juste, on a beaucoup parlé de transition juste, et en fait on a toujours fait en sorte, nous au SGPE, que ça ne soit jamais un slogan, mais que ça soit vraiment une approche qui soit au cœur de nos travaux, puisqu'on voulait que le plan qu'on mette sur la table soit un plan crédible. Et qui dit crédible, dit à un moment, on ne peut pas tous faire la même chose. Et donc, on est obligé on va dire, de prendre en compte les capacités de chacun et les moyens de chacun à agir pour que, du coup, on ne donne pas l'impression que tout le monde doit faire la même chose et mettre des gens dans l'impasse. Donc, du coup, quand on voit ce schéma, c'est vrai que là, on a l'impression que tout le monde doit faire du covoiturage, tout le monde doit passer à l'électrique, tout le monde doit réduire ses déplacements, etc. Et ce qui a toujours été vraiment au cœur de nos travaux, c'est de dire non, on ne doit pas tous faire la même chose. Par exemple, sur le passage à l'électrique, d'ici 2030, de mémoire, il n'y a que seulement 15% des véhicules et des gens qui devaient passer à l'électrique. Et même en 2050, si vraiment vous êtes un féru du véhicule thermique, en fait, certains pourront continuer à acheter du thermique. On n'interdit pas les choses non plus. Donc on est vraiment dans une transition, on va dire, la plus équitable possible pour se dire, voilà, on ne peut pas tous faire la même chose, on ne peut pas tous agir au même niveau. Et donc, on va essayer de combiner l'ensemble de ces solutions-là pour, à la fin, on va dire, réussir une transition possible et qui soit à la hauteur de nos objectifs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là, pour rejoindre Madame, c'est que c'est vrai que petit à petit, on s'est aussi dit il faut qu'on sorte un tout petit peu de notre approche peut-être un peu technique et un peu financière, qui est celle que, honnêtement, on partage beaucoup, je pense, pour beaucoup de la transition écologique. Et il faut qu'on intègre une approche
du coup plus social. Et donc derrière social, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire aussi, un point très important, c'est où sont les gens, d'où ils partent, quelles sont leurs convictions, quels sont leurs freins culturels, quelles sont en effet, leurs façons et leurs envies de se déplacer. On ne partage pas tous les mêmes envies, etc., etc. Et donc, on s'est nourri petit à petit, en fait, de tous les travaux des sciences sociales. On a monté un groupe de travail, avec l'IDRI notamment, mais et avec l'ADEME et avec d'autres, pour se dire, en fait, en complément de notre approche plus technique et financière, faisons entrer cette connaissance du social, en fait, dans nos travaux. Parce qu'à un moment, du coup, comment on fait pour mener à bien des politiques et trouver les bonnes solutions pour aller vers une mobilité durable et pour savoir si en effet on privilégie le covoiturage ou l'électrification ou comment on arrive à diminuer notre mobilité, etc., etc. Donc je pense que voilà, pour moi ce schéma-là est un vrai point de départ. Après, ce qui compte, c'est la mise en œuvre et l'exécution, et c'est là où en fait l'apport des sciences sociales est vraiment très important et la notion de transition juste doit être vraiment au cœur. Ajouter une petite perspective par rapport à ces questions à la fois sur mobilité et logement. Je pense que justement, il ne faut pas parler de mobilité et de logement. En fait, il faut essayer de différencier, comme vous avez dit, comme ça a été dit, par catégorie sociale, mais aussi par enjeu. Ça, c'est ce qu'on avait montré dans nos études et des études complémentaires qu'on a faites. C'est qu'en fait, les questions de mobilité peuvent être en fait assez différentes. Les mobilités longue distance et les mobilités domicile-travail, c'est pas exactement la même chose. Et donc, je mets mieux les graphiques précédents dans lesquels on avait justement les modes par type de déplacement, parce qu'on dit mobilité, on pense comme s'il y avait une solution unique pour tout type de déplacement. Or, en fait, il y a des déplacements assez différents, des types de déplacements assez différents et qui se font aussi dans des espaces différents, donc qui appellent aussi à des solutions différentes. Et c'est la même chose pour les questions logement. Quand on parle de la décarbonation du logement, ça recouvre des réalités très différentes en fonction de est-ce que vous êtes propriétaire et locataire, ça a été évoqué à un moment. Est-ce que vous êtes locataire en HLM ou locataire dans le parc privé? C'est des problématiques qui en fait n'ont rien à voir. Et même quand on parle de décarbonation, est-ce que vous êtes en train de parler isolation? Est-ce que vous êtes en train de parler de changement de vecteur énergétique? Donc est-ce que vous chauffez avec du gaz ou une pompe à chaleur? C'est des choses qui sont en fait extrêmement diverses. Et donc, moi, je dirais qu'il faut essayer d'aller proche des situations les plus concrètes possibles et essayer d'éviter d'avoir la solution pour la décarbonation du logement ou la décarbonation des mobilités. En fait, quand on regarde à chaque fois les travaux statistiques qui essayent d'expliquer les déterminants, par exemple, des émissions, on voit qu'il y a une pluralité de facteurs. Et donc, cette pluralité de facteurs qu'il faut traiter et donc essayer de coller au plus près des situations concrètes. Et du coup, sur ces situations concrètes, là, je pense qu'on est un certain nombre à avoir des situations concrètes un petit peu clichés en tête. Le cas de Bernard, là, dans le rapport du CNLE, qui est contraint dans une mobilité qui est pas bas carbone. Est-ce que ces situations-là qu'on a un petit peu en tête, typiquement, je pense qu'il y a des choses aussi côté logement, le milieu rural qui est plus accroché au fioul parce qu'il est plus loin des réseaux, et qui peut moins se connecter à des réseaux de chaleur, etc. Est-ce que finalement elles sont si vraies que ça? Parce que du coup, ces situations-là, elles nous amèneraient à penser que les ménages en milieu rural, ils émettent systématiquement plus pour la mobilité, ils ont tendance à émettre plus pour le logement, etc. En fait, quand on regarde notamment le papier qui a été projeté tout à l'heure, il y avait un certain nombre de graphes plus détaillés sur mobilité, sur logement. On voit quand même que c'est pas si évident que ça, et on voit aussi qu'au sein de chaque décile et de chaque espace, du coup, de chacune des catégories socio-spatiales, il y a une dispersion qui est importante. Du coup, est-ce que en fait, c'est dans la conception de ces politiques publiques et aussi dans le discours qu'on porte, il n'y a pas des fois une certaine difficulté à apporter une réponse un peu globale qui est cachée par le fait qu'on a des ménages effectivement qui sont en difficulté, qu'on ne peut pas les contraindre trop, mais que du coup ça nous empêche d'aller un petit peu plus attaquer les vrais postes d'émission, parce que comme le montrait Aurélien juste avant, ils sont parfois du côté de ménages plus aisés, etc., sur lesquels on a peut-être une capacité à mettre des contraintes plus fortes, quoi.
Du coup, et typiquement, par exemple, là, j'envoie un petit peu la balle de tous les côtés, mais sur le SGPE, typiquement, vous avez dit oui, il faut activer tous les leviers, mais celui de la démobilité, par exemple, qui était évoqué par Sylvie du Forum Vie Mobile, par Aurélien, en fait, dans la SNBC, aujourd'hui, il n'est pas adressé. Probablement, en tout cas dans la SNBC 2, je ne sais pas pour la SNBC 3, mais probablement parce qu'il est compliqué à porter politiquement. Donc comment est-ce que aussi on fait pour aller tenir ce discours de vérité de manière suffisamment ciblée auprès des acteurs qui ont les moyens? Parce que effectivement, dire il va y avoir des effets de bord, des ménages peu précaires, etc., c'est compliqué. Ça nous fait pas, ça nous bloque en fait dans la transition. Moi, je vais complètement dans votre sens, en fait. Je pense qu'on est dans une impasse à cause d'un diagnostic non systémique. C'est-à-dire qu'on fait des politiques soit pour les motifs, donc on va faire du domicile-travail, on réfléchit à comment les gens vont aller travailler, soit on réfléchit par territoire, donc on va faire une ZFE pour les centres-villes, puis après on se dit le reste, les gens vont aller en voiture. On va faire des politiques par mode, donc par exemple on va faire des stationnements vélos dans les hangars, mais il n'y a pas on ne peut pas aller jusqu'à la gare en vélo. Et donc tout ça est siloté. Et donc moi, il me semble qu'on n'est pas du tout... alors je reviens 2 secondes sur le graphique précédent. Le covoiturage, donc on se dit, ouais, c'est super, c'est une bonne idée, ce serait mieux d'être 2 ou d'être 3 plutôt que d'être tout seul comme dans la voiture. Et moi, je dis toujours, le covoiturage, c'est formidable, c'est plein de conducteurs, pas de passagers. Pourquoi? Parce que, alors on dit, ouais, ce serait bien aussi que les gens, ils abandonnent leur deuxième voiture. Oui, mais souvent, monsieur ne travaille pas forcément au même endroit que madame, ou qu'un autre monsieur, ou que peu importe. Et donc en fait, de toute façon, et bien sûr, on se lance dans le covoiturage sans avoir fait la moindre étude de flux qui montrerait qu'il y a des flux qui sont mutualisables. Donc en réalité, moi je pense qu'on est exactement à la même situation qu'après-guerre, où on s'est dit on va faire la sécurité sociale. On n'a pas réfléchi en se disant mais quelle est la partie de la population qu'il faut absolument aider, quels sont ceux qui auraient besoin de la sécurité sociale, les autres ils vont se débrouiller, etc., c'est pas grave, etc. Et donc effectivement c'est ce que vous dites. En fait dans tous les groupes, il y a un truc à résoudre. Le CO2, il n'est pas que social. Moi, je vais prendre un autre exemple. Ça, c'est un autre défaut aussi quand on parle uniquement des déplacements existants. C'est tous les déplacements qui ne sont pas existants et qui sont empêchés par le système voiture. Donc en fait, nous, on est en train de faire une enquête là-dessus. On a 40% des gens des Français qui ne sont pas autonomes parce que les autres ont des voitures. Donc, alors bien sûr, il y a tous ceux qui n'ont pas le droit de conduire, les moins de 18 ans, mais à partir de 65 ans, c'est 1/3 de la population qui ne conduit plus. À partir de 75 ans, c'est 2/3 de la population. Or, il se trouve que justement, c'est une population qui va augmenter et que justement, c'est plutôt une population qui vit dans les espaces moins denses. Et donc, dans les plus de 65 ans, dans les plus de 75 ans, il y a ceux qui, comme moi, par exemple, ne conduisent pas la nuit parce qu'ils ne voient pas clair, etc., etc. Et ça, cette population-là, elle va être visée par qui, par quoi dans les politiques qu'on a actuellement? Elle n'est pas du tout visée. Et donc, en fait, les personnes qui ont plus de 60 ans, qui veulent pouvoir en autonomie, qui habitent pas forcément en pleine campagne, mais dans un bourg rural, et qui veulent aller au cinéma dans la ville d'à côté, mais ils ne peuvent plus la nuit. Alors, ils ne peuvent pas la nuit. Alors, ils font comment? La nuit, ça commence à 17h, à peu près 6 mois sur 12. Donc, ils ne sortent pas. Et donc, tous ces déplacements qui ne peuvent pas être faits, ils n'existent pas dans les graphiques. Donc, moi, je défends l'idée qu'il faut un système de mobilité, exactement comme la sécurité sociale. On doit mettre en place un système alternatif au système actuel qui permet de se déplacer du matin au soir et d'un bout à l'autre de la France. Alors, je fais un petit peu de teasing. Nous l'avons imaginé, nous l'avons chiffré, et ça coûte beaucoup moins cher que la voiture. Peut-être en complément, 3 points. La première chose, c'est, vous avez raison, là je pense que, et alors comme il est compliqué aujourd'hui de dire aux gens, déplacez-vous moins. C'est-à-dire, comme il est compliqué aux gens de dire... manger moins de viande, comme il est compliqué aux gens de dire consommer moins, etc., etc. Je pense que il est difficile aujourd'hui, en fait, et puis en plus on leur dit déplacez-vous moins et puis changez de véhicule parce que prenez un véhicule électrique et puis il y a et puis prenez une petite voiture parce que prenez pas une Gourse, mais en même temps attention prenez un vélo, etc. C'est-à-dire que cet effet d'énumération et d'accumulation, en fait,
crée des conditions dans lesquelles aujourd'hui la transition, à mon avis, n'est plus acceptable et n'est plus audible. Et je pense que là où je vous rejoins, madame, c'est qu'au-delà il faut certes créer et penser en fait un système global, mais surtout en fait aujourd'hui porter un récit global qui fasse sens sur la mobilité ou sur le logement ou sur la consommation ou sur plus globalement en fait notre mode de vie, notre mode de faire société et celui vers lequel on veut aller et en mettant en lumière à la fois les bénéfices collectifs qu'on aurait tous à y gagner et les bénéfices individuels. Et je pense que ça aujourd'hui on l'a pas et ce qui fait que voilà encore je pense que on est en plein dedans aujourd'hui, mais des actions comme la ZFE ne sont pas audibles parce qu'en fait on a oublié de rappeler quel était l'objectif derrière, donc de parler de santé, et en fait on a plutôt parlé de contraintes et d'empêchements, et donc du coup ça ne marche plus. Une fois qu'on s'est dit ça, si on arrive en fait davantage à mettre en avant en fait les bénéfices collectifs et individuels, oui, de moins se déplacer, pourquoi en fait on aurait tous à y gagner. Après se pose la question du comment, et là je pense que avant de se dire comment on fait pour faire en sorte que les gens se déplacent moins, il y a aussi déjà beaucoup d'actions pour qu'on se déplace mieux et qu'on aille vers une solution, vers une mobilité durable, et qui aujourd'hui ne sont pas activées. Je prends un exemple très concret, et là pour le coup je baigne dedans en ce moment chez Electra, mais on sait très bien que par exemple on a une problématique de prix pour avoir accès à des véhicules électriques. Donc c'est un empêchement pour accélérer cette transition, et d'ailleurs ça peut être perçu aussi comme aujourd'hui il n'y a plus que les riches qui ont accès du coup à cette transition, et donc les pauvres ne peuvent pas acheter et accéder à ces véhicules qui sont beaucoup plus chers à l'achat, même s'ils le sont beaucoup moins à l'usage. En fait, il y a des choses qui sont sur la table, des solutions qui existent. Par exemple, faciliter, on va dire, l'électrification des flottes d'entreprises. On sait qu'aujourd'hui, grâce aux flottes d'entreprises, on va alimenter en fait le marché de l'occasion. On sait que les Français, je crois que c'est 80% des Français qui achètent des voitures d'occasion, et je crois qu'il y a seulement 3% aujourd'hui sur ce marché-là de véhicules électriques disponibles. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à casser les prix. C'est ce qui se passe par exemple en Belgique, très bien. Et aujourd'hui, l'électrification des véhicules électriques, elle se fait via les entreprises et pas via les particuliers. Nous, en fait, on est dans le schéma inverse en France, où en fait, on ne va pas jusqu'au bout sur l'incitation de l'électrification de ces flottes d'entreprises. Et donc, du coup, notre marché, il est plutôt tiré par le particulier. Donc, vous voyez, je pense que faisons, à mon avis, évitons l'énumération des yaka faucons, parce qu'on sait très bien qu'on va droit dans le mur. Deuxième chose, c'est essayons en effet d'imaginer un récit un peu plus global qui donne du sens à notre action collectivement et individuellement. Et après, petit à petit, en fait, mettons en œuvre des vraies solutions qui accélèrent la transition, sans commencer par peut-être les plus difficiles. Je pense qu'il faut, je reviens à ma question de différenciation des situations. On parle par exemple des contraintes financières, mais il y a des ménages qui n'ont pas de contraintes financières, donc peuvent très bien effectivement acheter des véhicules électriques. Ensuite, que ce véhicule soit revendu d'occasion. Et en fait, quand on regarde toutes les innovations, c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui adoptent précocement un appareil, si c'est ça dont il s'agit, et puis le prix baisse, et ensuite ça peut être étendu à l'ensemble de la population. Donc la question, on disait, la transition, le rythme de transition, c'est pas absurde qu'il soit différencié, au sens où les ménages qui aujourd'hui émettent le plus devraient aller plus vite, et finalement, on n'a pas aujourd'hui à demander à Myriam, par exemple, ou à Bernard, de se passer de sa voiture. Mais dans 15 ans, peut-être que la situation se posera différemment, et donc on pourra dire à Bernard, en fait, il y a une voiture quand même électrique d'occasion, pas très chère, et en plus ça te coûtera moins cher à l'usage. Donc c'est pour ça que la question de la différenciation, elle se pose dans plein de manières différentes.
Et je voudrais revenir sur la question du système de mobilité. Moi, j'aime bien d'ordinaire raisonner de manière systémique, mais là, je crois vraiment qu'il y a quand même des choses assez différentes. Et je pense que la question, par exemple, du déplacement aérien, pour moi, ne relève pas du tout de la même logique que la question d'un système tel que vous l'évoquiez. Et je pense que là, on est plus vraiment dans le chose qui n'est pas en fait difficile à changer, au sens où il n'y a pas de contraintes ni techniques ni financières. Donc voilà, le fait de prendre l'avion pour partir en vacances, puisque c'est quand même beaucoup de ça dont il s'agit, c'est quelque chose qui peut être changé extrêmement facilement. Voilà. Et donc, et si on se dit, si les classes supérieures adoptaient ce comportement-là, peut-être qu'ensuite ça ruissellerait par des phénomènes d'imitation bien connus. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des marges de manœuvre assez profondes en fait, pour peu qu'on différencie un peu les objectifs entre groupes sociaux également. Juste pour rebondir là-dessus, là, on entend souvent parler d'acceptabilité de la transition, sous-entendu pour les plus pauvres. Est-ce que, pour rebondir sur ce que vient de dire Antonin, est-ce que la question, c'est pas plutôt de l'acceptabilité de la transition pour les plus riches ? Je voulais... Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que j'ai plusieurs graphiques avant d'arriver à l'élément que je voulais montrer. Je voulais revenir sur un élément, justement, sur les responsabilités communes mais différenciées de quelle est l'empreinte carbone transport en fonction des ménages, notamment en fonction des revenus. Donc là, c'est un graphique un petit peu différent de celui que j'ai pu montrer tout à l'heure. Mais quand on regarde, en gros, l'empreinte transport des Français, en moyenne, on est à peu près à 2 tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an. Et quand on regarde par catégorie de revenus, et c'est ce qui a été montré tout à l'heure, mais sous une forme un petit peu différente, on voit à quel point l'empreinte carbone augmente fortement en fonction des revenus. Et donc ça, c'est une étude qui avait été faite notamment par le CITEPA, aussi avec l'ADEME également. Et il y avait un commentaire qui accompagnait cette étude-là pour d'Agnès Pannier-Runacher, alors qu'il n'était pas forcément au même poste à ce moment-là, mais qui évoquait en tout cas ceci. Ces inégalités, notamment dans les émissions, confortent la vision et la stratégie donc, qui est portée. Donc à la fois apporter des solutions concrètes et accessibles aux classes moyennes et modestes, en renforçant par exemple l'aide à l'achat des voitures électriques ou en renforçant les transports en commun. Et d'autre part, faire en sorte que les acteurs les plus émetteurs, donc on pourrait se dire que les acteurs les plus émetteurs baissent leurs émissions, parce que ce que montraient les éléments précédents, c'est que la moyenne est à 1,4 tonnes, la médiane, pardon, ce qui veut dire qu'en gros 50% des ménages sont déjà à une empreinte carbone sur leur mobilité qui est soit équivalente ou plus faible à l'objectif 2030. En gros, il faut qu'on baisse d'ici 2030 d'environ 30% le bilan carbone, les émissions du secteur des transports. Et en fait, ce que dit la suite de la phrase, c'est faire en sorte que les acteurs les plus émetteurs payent progressivement le juste prix du carbone. Mais quelque part, en tout cas, je ne sais pas si c'est une maladresse de la citation, mais en tout cas, il n'y a pas d'effort qui est demandé de baisse des émissions de ces acteurs-là, alors qu'on se dirait qu'il suffirait que la partie, que la moyenne, la moitié des ménages aux plus fortes émissions en reviennent à la médiane des émissions de la mobilité des voyageurs, en tout cas pour qu'on atteigne notre objectif 2030. Donc ça pose encore une fois la question de sur qui on fait reposer l'effort. Est-ce que c'est en effet sur les ménages les plus aisés, par exemple, qui prennent davantage l'avion, c'est ce que citait Antonin, est-ce qu'on voit bien dans les données également, et un peu de la même manière sur la transition, par exemple, du marché automobile, à quel point on fait porter cet effort-là sur le marché du neuf. À ce moment-là, c'est essentiellement les entreprises, ça a été cité, pour un petit peu plus de la moitié qui achètent les voitures neuves. Pour le reste, ce sont des ménages plutôt aisés qui achètent sur le marché du neuf. Ou bien est-ce qu'on a d'autres politiques publiques qui peuvent poser plus de questions d'un point de vue de la répartition des efforts et des inégalités sociales, comme par exemple actuellement les politiques de ZFE, où on sait cette fois-ci que les efforts reposent en priorité sur des ménages qui ont moins de moyens, moins de capacités de changer de véhicule parce que moins aisés, on sait que c'est chez les ménages les moins aisés aussi qu'il y a le plus de véhicules les plus anciens et du coup avec davantage de pollution. Donc les différentes politiques sont complémentaires, mais aujourd'hui en tout cas on ne voit pas forcément, en tout cas dans la répartition des efforts de transition qui sont faits, dans la
planification de cette sobriété qui est indispensable, d'efforts suffisants finalement sur les endroits, les comportements, les pratiques, les ménages qui sont les plus contributeurs finalement à ces émissions-là. Et c'est ça qui pose problème aussi pour que cette transition soit au maximum juste sur le secteur des mobilités. Antonin ? Il y a une ironie profonde à parler de juste prix du carbone, en particulier pour les acteurs les plus émetteurs et peut-être potentiellement pour les voyageurs en avion, parce qu'il n'y a quasiment pas de prix du carbone sur les trajets aériens, puisque le carburant n'est pas taxé. Donc c'est assez... voilà. Si déjà, au moins, il y avait une somme qui était payée à hauteur du prix, mettons, du carburant routier, ce serait déjà un grand prix. Mais je voudrais... faire deux choses sur ce graphique qui est montré là. D'une part, c'est qu'on voit que la médiane pour les plus aisés, elle est à 3,4. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui émettent nettement moins que 4,5. Donc ça veut dire que ça bien, il y a quand même une masse parmi ces gens très aisés qui émettent beaucoup, et puis il y en a aussi qui émettent nettement moins. Donc ça montre aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Quand même, dans ce type de graphique, c'est les inégalités qu'on appelle horizontales. À même niveau de revenu, il y a une grande disparité qui existe, et donc on peut en fait être relativement aisé à 6 500 € par mois par personne, c'est quand même déjà pas mal, et puis finalement émettre que 3,4 tonnes et pas ces 4,5 tonnes. Après, l'autre chose sur la question de ce graphique peut être un peu trompeur, parce qu'il y a quand même moins de gens qui ont 6 500 € par mois, si je ne me trompe pas, que de gens qui ont moins de 1 000 € par mois. Et donc, il ne faudrait pas croire que ces choses-là se compensent. Le problème aussi, quand on regarde les catégories très émettrices, c'est qu'il y a très peu de monde, finalement. Et donc, nous, on avait fait des calculs avec Alain Grandjean, notamment, pour regarder qu'est-ce qui se passerait si les ménages les plus aisés émettaient, mettons, que que le médian de la population française. En fait, on voit qu'on gagne un petit peu, mais on ne gagne pas non plus tant que ça. Donc on gagne quelques 10%, 20% d'émissions maximum. Avec, et là, c'est pas que sur les transports, hein, c'est transport, logement, alimentation, tout. Et donc il y a aussi quand même une action peut-être à plus long terme, il faut aussi penser à ça. Il y a aussi une action à plus long terme qui doit entraîner toute la population. Voilà, on ne peut pas s'en sortir en se disant on va se reposer là sur les plus de 5 000 € par mois, par exemple. Parce que, contrairement à ce que montre le graphique, les barres, enfin, ce que pourrait suggérer le graphique, les barres sont pas, voilà, c'est pas 1/6 de catégorie de population chaque chose. Voilà. Donc moi, je voudrais juste me mettre un peu en porte-à-faux par rapport au scénario de la voiture électrique. Et je m'inscris vraiment dans la ligne de ce que dit Jean-Baptiste Fressoz, c'est que c'est quand même un scénario hautement improbable. Alors, on pourrait avoir envie qu'il se réalise, hein, parce que bien sûr, si la voiture électrique, c'est possible de transformer l'ensemble du parc, et en plus, ça ne pose pas de problème, finalement, il n'y a plus de problème à la décarbonation de la mobilité. Alors, et donc, finalement, c'est réglé. Hein. Sauf que sur les 40 millions de véhicules ou 39 millions de véhicules actuellement en circulation, ça doit être 2% les voitures électriques. Le taux de renouvellement est extrêmement faible. C'est certainement pas la baisse du coût du pétrole qui va lui permettre d'accélérer. Il faudrait que le poids des véhicules diminue grâce à l'électrique, il augmente. Il faudrait que la recyclabilité augmente, c'est dommage, elle diminue, etc., etc. Et puis par ailleurs, comme on a la mauvaise idée, en étant plus riche que la plupart des pays de la planète, de donner l'exemple, donc si on transforme l'ensemble de notre flotte thermique en flotte électrique, en fait, ça veut dire qu'on permet que ce soit le cas pour toute la planète. Donc si tout le monde a le même taux d'équipement que nous, on va passer de 1 milliard de voitures sur Terre à 5 milliards. Je ne sais pas si, quand on est dans des structures qui défendent la lutte contre le réchauffement climatique et qui défendent l'environnement, on peut vraiment défendre cette position. Donc vraiment, moi je suis vraiment assez gênée par ce scénario de la voiture électrique, qui finalement est le scénario dominant et qui ne se discute plus. Donc malgré tout, je pense qu'on a une chance, c'est que, on va dire que tout le monde est d'accord pour essayer de se débarrasser de la voiture thermique, donc bifurquons vers un autre système. Et donc c'est moins une question de transition, step by step, que vraiment un changement, une sorte de révolution systémique. C'est tout à fait possible. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. L'État s'est tout à fait montré capable
de déployer une solution alternative à la mobilité comme le télétravail, qui est passé de 2% de la population active à 36% et même 50% en Île-de-France. Post-Covid, on est redescendu à 22%, mais on pourrait très bien remonter. Et par ailleurs, bizarrement, post-Covid, il n'y a plus aucune politique, ni nationale, ni territoriale de télétravail. Plus de politique temporelle, pas de politique spatiale. Donc, moyennant quoi, en fait, les transports sont sursaturés le mardi et le jeudi et en surcapacité les autres jours. Donc voilà, c'est typique. On a vraiment été capable de réorganiser. En fait, personne n'avait pensé que le télétravail, c'était une politique de mobilité. Il n'y a eu aucune innovation technologique depuis, mais en fait, on a réussi à le déployer en quelques semaines, on peut dire. Donc il y a vraiment nous, on a une autre proposition qui va dans le même sens, qui est d'organiser un mercato des postes de travail. On sait que le potentiel, il est très important. Donc on est en train de faire, on a un chercheur, Johan Demoli, qui analyse les données que l'État a bien voulu lui mettre à disposition. Donc il serait très possible de faire diminuer significativement les déplacements domicile-travail de toute une partie des salariés. Donc voilà, c'est pour dire que, en fait, si vraiment la transition écologique, c'est urgent. Après, si ce n'est pas urgent, allons-y vers le véhicule électrique et puis profitons, il n'y a pas de problème. Mais si c'est urgent, on peut se réorganiser. On laisse les gens où ils veulent vivre, on ne réaménage pas tout le territoire parce que sinon, s'il faut créer des nouvelles infrastructures, on va à nouveau émettre du CO2. Donc on fait avec les infrastructures existantes et on organise mieux l'évitement des déplacements quand c'est possible et un système alternatif à la voiture thermique, voire électrique, pour les déplacements que l'on a envie de pouvoir continuer à faire. Juste avant de donner la parole à Rémi, le scénario voiture électrique seul ne marche de toute façon pas en termes de respect du budget carbone. Hein. La vitesse d'électrification ne sera pas suffisante pour tenir les objectifs de diminution, notamment l'échéance 2030. Je peux juste du coup en complément. Juste un point, personne ne dit quelle est la taille du parc. Donc en fait, en réalité, personne n'a fait de scénario sur la taille du parc. Donc on dit voilà, ça ne suffit pas, mais en réalité, en laissant entendre qu'il sera possible que toute personne qui a une voiture thermique aura une voiture électrique, en réalité, on ne change pas la taille, quoi. Pour l'instant, on est d'accord. Oui. D'accord. Juste un mot, c'est en effet, on n'est pas comme là pour le coup, je prends mon ancienne casquette SGPE. Je pense que c'est la complémentarité, comme le disait Laurent, des solutions qui fera qu'on atteindra nos objectifs. Donc, on est tous d'accord pour se dire que l'électrification des véhicules seuls ne fonctionne pas. Il y a juste, moi, je vous mets en garde sur un point parce que là, pour le coup, je prends ma casquette entreprise. En fait, là, ce qui est en train de se passer, par exemple, sur la réglementation qui vacille sur l'électrification des véhicules et plus globalement sur la mobilité durable, fait qu'aujourd'hui, les signaux qui sont envoyés, notamment aux entreprises, mais aussi aux collectivités, qui en effet, ont suivi le cap qui était donné par l'État et donc ont investi massivement et se sont mobilisés comme on leur a demandé en fait pour faire en sorte que cette solution advienne. Mais c'est le cas sur ce sujet-là, comme c'est le cas partout. Sur toutes les thématiques, puisque c'était justement ça, c'est ça l'idée de la transition, c'est qu'à un moment, on pose un cap global, on pose des objectifs, mais chacun doit prendre ses responsabilités et chacun doit agir, entreprise, collectivité, État et particulier. Et donc là, c'est là où moi, je suis toujours gênée, en fait, quand on remet en cause des discussions, des points forts et des décisions fortes qui ont été prises, parce que du coup, ça crée un flou où plus personne, en fait, ne sait vraiment quoi faire. Et en fait, tous les acteurs qui avaient décidé, en fait, d'y aller et en fait, de faire advenir cette transition des mobilités, du coup, sont un peu perdus. Donc, et encore une fois, je pense que c'est pas l'un contre l'autre. Il faut développer le covoiturage, il faut développer des gros réseaux d'infrastructures pour développer les transports en commun. Il faut faire en sorte qu'il y ait davantage de sobriété, etc., etc. Moi, j'aimerais que vous ayez raison. Mais je ne crois pas que nous allons dans le bon sens, en fait. C'est ça le problème. En fait, j'aimerais vraiment que vous ayez raison. J'aimerais que le covoiturage marche, que la voiture électrique, ce soit formidable. Mais malgré tout, le taux de conversion, par exemple, des flottes des entreprises, il est plus faible que celui des particuliers. Donc, c'est dire comment ça marche. Et par ailleurs, l'exemple de la Belgique fausse tout, puisque en Belgique, le taux de voitures de fonction est vraiment sans aucune commune mesure avec les voitures de fonction françaises. Donc, en fait, on ne peut absolument pas se baser sur ce qui se passe en Belgique pour le transposer à la France.
Moi, j'ai peut-être une question pour faire un peu un pas de côté par rapport à tout ça. Et on a vu qu'il y avait donc des situations différenciées, de départ en tout cas. J'ai du coup 2 questions et vous pouvez choisir chacun. Alors, il nous reste 5 minutes et puis ensuite, on va faire tourner les micros dans la salle. La première, c'est du coup, quels sont les outils de politique publique qu'on a pour en fait agir sur ces situations différenciées ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a du coup dans les différentes thématiques, donc logement, mobilité, mais sans doute un tas d'autres aussi, des actions par segment, sur le social, le logement social, sur les propriétaires bailleurs, sur les propriétaires privés, etc. On a des outils différents, on en a d'autres sur la mobilité, etc. Et puis, à la fin, si on agence tout ça, chacun tombe dans une catégorie sur les différents sujets, et puis à sa politique un peu différenciée. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire qui permet aussi peut-être d'aller cibler plus précisément certains des ménages dont on parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui ne sont pas forcément bien incentivés par les désolé pour cet anglicisme, par les politiques actuelles. Et la question complémentaire, un peu le pendant de ça, pour moi, c'est celle de l'imaginaire. Aujourd'hui, enfin, vous parliez tout à l'heure de récits, et effectivement, je pense qu'il en manque une partie, mais est-ce que c'est pas aussi que chacun, en tout cas, il y a un certain nombre de gens qui ont du mal à se projeter dans un futur possible et souhaitable post-transition. Est-ce qu'il y a peut-être parce que les récits sont trop généraux, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité aussi d'aider à individualiser peut-être ces récits-là en fonction qui serait liée aussi à ces outils-là de politique publique et de situations un peu mieux individualisées, quoi, circonscrits. Et il nous reste 4 minutes. C'est dur comme question. Je vais plutôt répondre à la première qu'à la deuxième, parce que les récits, je ne suis pas sûr d'y croire complètement. Enfin, on en parle beaucoup, mais comme on l'a dit sur les aspects de pratique, en fait, il y a plein de choses où on ne nous a pas demandé notre avis et où on n'a pas eu un récit, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc je ne suis pas sûr que ce soit complètement déterminant, cette notion des récits. Sur la question, en revanche, des outils différenciés des politiques publiques, je crois que c'est une vraie difficulté. Donc je n'ai pas de réponse, mais je vais commenter la difficulté. C'est une vraie difficulté parce que il y a une question souvent d'universalité en fait, des politiques publiques. Et on a vu que les politiques, les situations sont différenciées et donc en fait on a du mal à faire ce ciblage. Et on a aussi du mal à faire ce ciblage parce que les catégories classiques de l'action publique ne sont pas en fait alignées avec les catégories des politiques climatiques. Ça va du point de vue des outils juridiques, mais aussi même des outils de connaissance. On a parlé de la statistique publique à plusieurs reprises dans cette journée. Les outils de statistique publique ne sont pas alignés avec les informations dont on aurait besoin pour justement faire ce ciblage. Donc là, il y a une vraie difficulté. Un peu tard de découvrir. En fait, ça avait été anticipé, mais il ne s'est rien passé. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Mais c'est effectivement un véritable problème. Alors les solutions pourraient être d'aller vers une action publique peut-être plus au niveau local, dans lequel on pourrait avoir plus voilà. Mais pour d'autres raisons, je ne suis pas spécialement favorable. Mais voilà, c'est tout. Alors du coup, moi, sur la deuxième question, alors moi non plus, je ne crois pas trop au grand récit qui va tout changer, ça c'est sûr. Par contre, peut-être je crois en 2 choses. La première chose, c'est que je pense que globalement, on a quand même besoin de plus de pédagogie et d'accompagnement et de débat aussi. C'est-à-dire que là, on a quand même l'impression que les changements arrivent d'en haut. Sans qu'on ait vraiment les clés, sans qu'on nous ait expliqué pourquoi et comment, etc. Donc je pense qu'il faut renforcer cette pédagogie-là. Et pour le coup, j'ai longuement travaillé au service d'information du gouvernement et je pense que ça devrait être une des missions principales du SIG aujourd'hui, c'est de vraiment beaucoup plus faire la pédagogie et peut-être de manière en effet plus ciblée des politiques publiques qui sont décidées aujourd'hui, parce qu'on a toujours l'impression qu'en fait, qu'en informant, on fait comprendre, alors que ce n'est pas le cas. Et peut-être il y a un deuxième sujet, ça a été rapidement abordé tout à l'heure, c'est le sujet des émetteurs et de la diversité, en fait, des gens qui portent justement ce type d'information, de communication. Et là, je pense qu'il y a un effort énorme à faire.
C'est-à-dire que, et ça rejoint aussi un peu la question que Madame posait tout à l'heure, mais comment on fait pour sortir de notre petite bulle des gens qui sont un peu convaincus. C'est-à-dire que finalement, il y a plein de gens quand même qui agissent déjà sans le savoir sur des sujets de transition, chacun dans leur domaine, etc., et qui en fait pourraient être aujourd'hui des ambassadeurs de cette transition qui est en fait une transition heureuse. Alors j'aime pas le mot parce que pareil, heureuse, ça veut un peu tout et rien dire, mais en tout cas qui pourrait dans leur entourage, dans leur secteur, etc., accompagner et être un nouveau référent pour du coup faire en sorte que voilà, les gens se sentent plus concernés et plus envie d'agir que par voilà, un petit noyau peut-être très engagé dans lequel ils ne se reconnaissent pas trop, ou des politiques pareils qui ont malheureusement perdu leur confiance. Merci. On va prendre les questions. Du coup, n'hésitez pas à lever la main. Allez, je commence par... merci déjà pour vos réponses jusque-là. Mais... Vous restez en scène. Je vais donner une première question à nos intervenants tout à l'heure. Alors, c'est moins une question qu'une remarque. Dans les paramètres, il y a aussi le type de véhicule. Et en l'occurrence, l'ADEME a lancé quelque chose qui s'appelle l'extrême défi, qui consiste à développer des véhicules intermédiaires qui sont 10 fois plus légers, recyclables à l'infini, hyper faciles à réparer. Donc ça, c'est bien aussi pour les catégories modestes, parce que le problème de la voiture électrique, c'est qu'on ne peuvent pas la réparer, contrairement aux véhicules thermiques, et donc avec aussi une efficience énergétique 10 fois supérieure. Donc voilà, c'est faisons 1000 fois mieux. Mais ce type de véhicule, et c'est aussi les K-Cars au Japon, c'est aussi une solution pour avoir de la mobilité sans avoir les émissions des voitures très lourdes, qui sont faites pour partir avec une famille en vacances loin. Voilà. C'était juste une précision. Oui, c'est super l'extrême défi, j'y suis pour rien, je suis très très fan. Parce qu'on joue justement sur l'offre et c'est important. Oui, merci beaucoup pour les différentes présentations qui ont été faites. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Moi, je m'appelle Johan Ferchaud, je suis directeur de Modulo Mobilité Durable Locale. Je travaille avec à peu près 1 millier de collectivités pour déployer des bornes de recharge. On a vu plusieurs scénarios. Il y a à la fois un scénario avec moins de véhicules que je partage et un scénario où les véhicules qui vont rester, il va falloir, en tout cas en partie, les électrifier. On a vu le transport, c'est une grande partie des émissions de CO2. En ville, dans les différentes présentations, on n'a pas opposé, mais il y avait un côté plutôt urbain, un côté périurbain et rural, et riche, pauvre. Je vais caractériser ça comme ça. En urbain, on peut avoir des personnes plus riches qui vont avoir un parking privatif. Donc pour le véhicule électrique, ça ne pose pas forcément de problème, ni pour l'acheter, ni pour le coût de fonctionnement. Par contre, pour des personnes avec des revenus plus modestes, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à se charger en ville aujourd'hui. Alors j'essaye de convaincre les différents maires de mettre des bornes avec des prix au kilowattheure qui soient accessibles à tous. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à convaincre. C'est majoritairement, comme les collectivités n'ont plus d'argent, c'est majoritairement des entreprises publiques qui viennent mettre des infrastructures en ville avec des prix au kilowattheure qui sont beaucoup plus élevés. Donc on est sur en tout cas pour moi, je vois le lien entre le logement et la mobilité. On a ce lien aussi entre riche qui peut se permettre d'avoir une recharge au kilowattheure à la maison à 13 centimes en tempo, choses comme ça, et pauvre qui n'a pas de parking privatif avec un tarif au kilowattheure à 40 centimes. Et c'est comment moi je peux réussir à éclairer mes élus au quotidien pour leur dire investissez dans cette transition pour qu'elle soit socialement acceptable. Et aujourd'hui, je n'ai pas cette clé parce que les collectivités n'ont pas les moyens. On a beaucoup parlé de l'État qui lance des grandes politiques en lien à destination des entreprises, mais aujourd'hui aussi à destination d'un maire qui doit choisir entre mettre du chauffage dans l'école maternelle et investir dans des infrastructures qui puissent délivrer un prix du kilowattheure accessible. Ok. N'hésitez pas à lever la main entre les questions aussi pour qu'on puisse distribuer le micro entre-temps.
Voilà, pour qu'il y ait 2 micros qui tournent. Ça appelle commentaire ou pas? Non. Il y a aussi des politiques locales, il n'y a pas que des politiques nationales, hein, bien entendu. Donc tout à l'heure, je prenais l'exemple pendant le Covid du télétravail, mais pendant le Covid, on peut prendre aussi l'exemple des coronapistes. Donc là, c'est pas l'électrification, mais du coup, ça va dans le sens. C'est en fait les fonctionnaires locaux, ils étaient prêts en fait finalement à prendre l'espace et à réattribuer l'affectation des routes. Donc oui, bien sûr, c'est très important d'avoir des politiques locales. En particulier pour l'électrification, peut-être que c'est important de la cibler sur les camionnettes des artisans. Pour l'instant, c'est pas vraiment ciblé. Hein, et eux, effectivement, on ne voit pas très bien comment ils pourront se passer de véhicules personnels pour leur activité. Hein. C'est vrai aussi pour les aides à domicile, hein, sur lesquelles on travaille par ailleurs. Donc oui, bien sûr. Oui, bonjour, Marie-Pierre Ravilly. Je suis ici en tant que particulier particulièrement concerné par toutes ces questions. Je voudrais rebondir sur un point qui a été évoqué à la fin par Madame Solange Martin sur les intérêts forts de perdants très riches, enfin de puissants lobbies en fait, hein, et qui me semble être quand même aussi un élément de l'équation. Madame vient de parler de petits véhicules légers qui étaient beaucoup moins consommateurs, mais on sait que l'industrie automobile a plutôt intérêt, enfin d'après ce que je comprends, a largement intérêt à vendre des gros véhicules pour lesquels on perd tout le bénéfice des avancées technologiques, mais sur lesquels ils font beaucoup plus de profit, et donc à vendre et à transmettre un modèle au travers d'un marketing quand même extrêmement puissant, une envie d'aller toujours vers ces choses beaucoup, beaucoup moins sobres. Donc ce que j'aimerais bien entendre, je ne sais pas si vous avez des éléments à donner sur les freins qui sont apportés par ces puissants lobbies ou par ces résistances très très fortes à ces changements qui ont quand même beaucoup de leviers pour convaincre tout le monde de ne pas y aller, quoi. Donc moi, je vais complètement dans votre sens. Hein. Aujourd'hui, en fait, on assiste à un lobbying très important, aussi bien en faveur de la voiture, et justement sous couvert de la voiture électrique, même quand ils savent très bien qu'ils ne vont pas du tout dans cette direction-là. Hein. Et donc, c'est pour rester dans le système voiture. C'est pareil, de la même façon, il y a un lobby aussi autour de la route à voiture, alors que la route, elle pourrait très bien être utilisée pour d'autres choses, en particulier la marche et le vélo et les transports collectifs. Et effectivement, donc moi, pour avoir été à plusieurs réunions sur le sujet au niveau de l'État, de toute façon, le plus souvent, le monde de la voiture n'est pas à la table des discussions sur les déplacements. Parce qu'on considère en fait que les déplacements, donc le vélo c'est du déplacement, le car c'est du déplacement, mais la voiture c'est de l'industrie. Donc en fait, ils ne sont pas là. Par ailleurs, quand on dit il faudrait quand même, parce qu'avant moi aussi je pensais que ce serait bien de faire baisser le poids des voitures, etc. Et donc ça ne marche pas du tout. Alors pourquoi ? Parce que l'industrie elle est mondialisée. L'industrie elle est mondialisée, donc on ne peut pas agir et on ne peut pas convaincre même nos propres industriels automobiles de faire des voitures petites. Puis alors après on dit on ne peut pas acheter des voitures étrangères parce qu'il n'y a que les Chinois qui font des petites voitures. Donc en réalité, le pilotage de la transition vers la petite voiture électrique, il ne se fait pas du tout. Et effectivement, le lobby donc c'est les groupes d'intérêt, et on les comprend très bien en fait, les entreprises. Moi, je vois très bien pourquoi les entreprises font ça. C'est tout à fait normal. Elles défendent tout simplement leurs bénéfices et leur marché. Mais en tout cas, ça ne va pas du tout dans le sens d'un système qui pourrait être conçu pour l'intérêt de tous. Oui, là-dessus, ça rejoindra la question des outils tout à l'heure. En effet, ce qu'on observe, par exemple, sur la transition du marché automobile, c'est que soit elle est mise en place politiquement en contraignant les constructeurs à aller dans cette direction-là, soit elle ne se fera pas, ou elle ne se fait pas, ou pas assez rapidement. On l'a observé, on l'observe en fait sur l'électrique. Les constructeurs y vont s'il y a des réglementations suffisamment fortes, ou ils vont parce qu'il y a des réglementations suffisamment fortes. Là, on voit que les objectifs sont un peu réduits sur l'année 2025, lissés sur 3 années au niveau de l'Union européenne. On sait qu'ils auront un intérêt, du coup, à rebasculer un petit peu plus dans leurs ventes sur les véhicules thermiques, sur lesquels ils ont un peu plus de marge. Et c'est exactement la même chose. En gros, sur les leviers que j'ai pu présenter tout à l'heure, il y a un des biais dans les politiques publiques, c'est de
mettent beaucoup plus l'accent sur les leviers technologiques que sur les leviers de sobriété. Donc c'est ce qui était évoqué, par exemple, sur le fait qu'on envisage l'électrification et uniquement l'électrification sans les autres leviers. Et par exemple, sur le marché automobile, du coup, c'est un des soucis, c'est qu'il y a eu des contraintes, malgré tout, fortes sur la réglementation pour le passage électrique, notamment au niveau de l'Union européenne, mais il n'y a pas du tout d'équivalent, justement, sur les volets sobriété, ou pas du tout au même niveau, en tout cas, pour s'assurer que, par exemple, les constructeurs aient y compris un intérêt à aller vers ces véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, qui, aujourd'hui, ne leur sont pas profitables ou ne sont pas un marché vraiment en vue pour eux comme intéressant à partir du moment où ils n'ont pas soit de réglementation ou d'incitation financière en termes de fiscalité, par exemple, qui sont suffisants pour aller se lancer dans cette filière-là. Et en effet, comme ils ont plus de marge à la fois sur les véhicules thermiques ou sur les plus gros véhicules, le haut de gamme, les SUV, etc., bien évidemment qu'ils vont dans ce sens-là. Donc parmi les outils, il y a la fiscalité pour faire en sorte que cet état de fait du marché bascule dans le sens de favoriser à la fois l'électrique et aussi des véhicules plus sobres, aussi que plus globalement on revoit la place de la voiture, bien évidemment, dans la mobilité. Ça passe à la fois par la fiscalité, mais aussi par la réglementation sur certains aspects. Un des aspects, par exemple, qui n'est jamais discuté, c'est est-ce que c'est normal que les nouvelles voitures qui soient mises sur le marché chaque année puissent rouler en termes de vitesse maximale, en moyenne, on est à 180 km/h. Est-ce que c'est quelque chose de normal aussi sur le volet sobriété, par exemple, cet aspect-là? Et puis après, tout à l'heure, pour faire le lien avec la question des imaginaires, alors en effet, est-ce que c'est les imaginaires qui transforment, pas eux seuls, bien évidemment, mais quelque chose qui est quand même très impactant, sinon il n'y aurait pas plusieurs milliards par an qui seraient mis en France de la part des constructeurs automobiles pour inciter aux modèles justement sur lesquels ils ont le plus de marge. C'est la question de la publicité automobile. Et de la même manière, si on veut avoir des modèles, des normes sociales qui sont davantage orientées vers une limitation de la place de la voiture, quand c'est une voiture qu'elle soit davantage sobre, davantage électrique, bien évidemment, on ne peut pas rester sur une publicité qui n'est aussi peu régulée qu'aujourd'hui, si on veut avoir des messages et des normes sociales qui aillent davantage dans le sens de la transition. Ouais, merci beaucoup. Juste une remarque par rapport à plusieurs termes qui ont été employés. On a parlé de stratégie, on a parlé de récit et d'individualisation, de ciblage, de pédagogie. Et moi, je voudrais m'inscrire en faux par rapport à ces lectures et dire que je crois qu'au contraire, ce dont on a besoin, c'est vraiment d'une réflexion. Je vais citer Antonin et Emmanuel Combet qui parlent d'un nouveau contrat écologique. Et le CNLE a conclu son rapport en disant qu'il faut un contrat écologique de transition solidaire. Parce que tant que les pouvoirs publics ne créent pas des obligations réciproques et proportionnées, eh bien, c'est extrêmement difficile d'embarquer la population, les populations, dans des directions qu'on juge souhaitables. Et il y a deux remarques là-dessus, c'est que si il n'y a pas ce système d'obligations réciproques et proportionnées, les pauvres ne suivront pas. Parce qu'il n'y aura pas eu de contribution de celles et ceux qui ont les moyens de le faire. Première chose. Deuxième chose, vous avez pris l'exemple de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est un système qui n'empêche absolument pas la différenciation. La retraite, c'est 33 régimes de retraite différents avec des règles spécifiques et dont on entend parler tous les 6 mois quand il y a une réforme. Donc, ça n'exclut pas la différenciation d'avoir un projet de société qui soit global. Et je voudrais vraiment insister, parce que je trouve qu'on les perd un peu de vue, sur les contraintes économiques et non économiques qui sont sous-jacentes à tous ces débats. Je crois que ce qui est magnifique dans les graphiques d'Aurélien, c'est qu'on voit à quel point ce qui caractérise les plus modestes, c'est, relativement aux autres, une assignation à domicile, avec des déplacements beaucoup moins importants. Et donc, encore une fois, transition juste, ça veut dire d'assumer que ce n'est pas les gens, ce n'est pas la population. Il va falloir rapprocher les plus modestes des normes de déplacement, de circulation, assumer, de partager et donc de différencier les messages. Parce que, encore une fois, que ce soit la consommation, y compris dans la voiture thermique très polluante, c'est un gain de liberté par rapport à l'assignation à domicile qui est subie. Manger de la viande, c'est un gain de liberté par rapport à une forme d'insécurité dans l'apport nutritionnel. Et donc je pense qu'il faut avoir à l'esprit
l'histoire dont on vient, le système de contraintes, il n'est pas que dans l'étagère, il est aussi dans l'histoire des contraintes et des privations subies et qui sont toujours à l'arrière-plan de l'horizon possible pour les plus modestes. Et donc ça suppose aussi d'intégrer ces craintes-là dans la construction d'actions publiques. Sur la question de l'électrification, pour le coup, le Japon a réussi, avec une fiscalité et des contraintes, à créer un marché dans lequel les constructeurs se sont embarqués sur les petites voitures, là, les petits pots de yaourt électriques. Donc, si on veut, on peut aussi. C'est aussi qu'on ne met pas en place les moyens. Pour ce qui est des intérêts, alors, en termes de pression, oui, les grandes compagnies fossiles, et notamment, mais pas seulement, mais les pétrolières, ont largement financé le climato-scepticisme. C'est tout à fait documenté, à tel point que dans les années 2000, l'Académie royale des sciences anglaise, donc c'est pas Greenpeace, hein, c'est la Royal Academy des sciences anglaise, a envoyé une lettre au président d'ExxonMobil pour leur dire d'arrêter de financer le climato-scepticisme. Donc oui, ils ont évidemment un rôle dans le freinage des régulations, sachant que dans toutes les COP, les pays qui bloquent sont aussi, bizarrement, les pays qui sont les plus producteurs d'énergie fossile, d'où la question aussi posée par la transition juste, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui perdent, et qui perdent plus que les autres. Alors je pose ça là, mais il fut un temps où, dans les années 2013-2015, l'Équateur avait déposé une demande auprès de l'ONU, qui était reprise par l'ONU, pour une indemnisation pour ne pas exploiter le pétrole en dessous du parc Yasuni pour conserver la biodiversité. Bon, en l'occurrence, l'initiative a fait long feu et ils exploitent les ressources pétrolières en dessous. Mais voilà, il y a la question, c'est aussi celle de l'indemnisation, d'une forme de nationalisation collective contre cessation des activités. C'est aussi ça que ça pose, ces questions-là. Il ne faut pas s'étonner que voilà, il y ait blocage. Vous voyez les montants qui sont en jeu, c'est pas rien. Moi, je serais eux, j'aurais pas forcément envie non plus d'y aller. Les entreprises sont là pour faire du bénéfice. Hein. Donc, Une dernière question. Et ensuite, on va se retrouver. Non. Bah, moi, j'avais le micro pour la question, mais je peux la laisser s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Mais... Très rapidement, ouais. Merci beaucoup pour les interventions, c'était très intéressant. Moi, je suis directeur de projet transition écologique à l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique. Ça m'intéresse beaucoup justement comment ces notions atterrissent dans les identités professionnelles et les motivations justement des professionnels. Je me demande si vous avez des exemples de formations qui intègrent cette approche différenciée dans la pédagogie, et du coup qui transforment un peu justement cette pédagogie qu'on a justement pour l'instant beaucoup sur les grands enjeux transversaux, etc., et qui s'intéresse à comment, dans mon identité, dans mon rôle, j'intègre tout ça. Vous avez posé une colle. Je vais faire un commentaire, mais je vais pas faire la réponse, que je ne l'ai pas. On a suivi en effet au SGPE tous les sujets qui étaient liés au grand programme de formation, à la fois sur le volet très sensibilisation en amont et jusqu'à après un volet beaucoup plus professionnalisant, et donc comment en effet chacun, et quel que soit son job futur, doit voir les choses aujourd'hui différemment pour du coup intégrer en effet cette transition. Je vous avoue que dans tout ce qu'on a pu observer, je ne saurais pas vous dire là c'est vraiment fait différemment, etc. Il y a une recette miracle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on a vu, c'est que, et là je reviens très en amont dans la réflexion, mais ce qui manque et ce qui est clé en fait dans toutes ces formations, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont la capacité d'agir. Et on en est vraiment, et par exemple quand on a accompagné la formation des 25 000 hauts fonctionnaires sur les sujets de transition écologique, on s'est rendu compte qu'un des premiers freins, en fait, du pourquoi derrière, en fait, ils ne changeaient pas, et leur façon de faire, etc., c'est parce qu'eux-mêmes ne se sentaient pas en capacité d'agir. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment donc, l'agentivité de chacun. Et je pense un des points communs à toutes les formations, et un des freins qu'on oublie, parce qu'on pense plutôt à des sujets justement techniques et pas du tout à cette notion
presque philosophique, mais qui est en fait clé pour faire bouger les lignes. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous. On va essayer d'être vite pour conclure. J'invite rapidement Laetitia Langlois, qui est Sustainability Manager à ESCP, pour nous partager tout ce que vous faites à l'école, avant que je termine vraiment en 3 phrases. C'est bon, merci. Bonjour à tous. Donc j'ai la tâche difficile de m'adresser à vous juste avant le cocktail. Donc j'en ai bien conscience, je vais essayer d'être le plus bref possible. Je suis un peu à la croisée des chemins sur cet événement parce qu'en fait, maintenant je suis à ESCP, mais en fait je suis une ancienne du Shift. Donc ça me fait très plaisir de voir des visages familiers, que ce soit de cette époque-là ou d'aujourd'hui. Au nom de l'ESCP, bon, évidemment, on est ravis d'accueillir ce genre d'événement qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, on tient à remercier aussi ESCP aussi, on tient à remercier. Non, on tient à remercier le Shift Project, bien sûr, tous les intervenants, les équipes techniques aussi côté ESCP. J'ai vu Johan et Alexandre tout à l'heure. Mais voilà, donc on est vraiment très reconnaissant que vous ayez choisi ESCP et puis qu'on ait pu monter aussi une partie d'événements ensemble. On a vu que l'après-midi, elle était riche de discussions. Évidemment, on a parlé de pas mal de choses, diversité de situations sociales, justice dans la transition, l'importance de manière générale d'une approche aussi différenciée des actions. Nous, on l'a un peu évoqué aussi pendant la présentation, mais pendant les échanges, mais en fait, les temps sont assez incertains. Et ce genre de rencontre est donc essentiel pour continuer à aller vers l'action. Et l'école tente de faire sa part. Pas plus tard que la semaine dernière, on a organisé un événement autour de Stand Up for Science. Et si vous avez lu l'Express ce matin, il y a une tribune de notre doyen qui s'appelle Léon Lelouza autour de Stand Up for Science qu'il a publié en son nom et aussi en son rôle de coprésident de la CGE, de la conférence des grandes écoles, dont je vais parler un tout petit peu plus tard. Et c'est normal qu'on se pose de ces questions-là, parce qu'en fait, on va aussi former les leaders de demain qui vont devoir naviguer un monde avec toutes ces contraintes. Et la question qui reste est donc comment est-ce qu'on peut faire un leader apte à faire face à ces enjeux et comment les former. Donc il y a une question sur la formation tout à l'heure. On pourra en parler un peu plus au cocktail, ça m'intéresserait aussi d'avoir des échanges là-dessus. On considère qu'évidemment il faudra des managers, mais au-delà de ça aussi des citoyens qui soient à la fois lucides, empathiques et puis avec un esprit critique. Et pour nous, la première étape, c'est évidemment, Julien l'a un peu dit, remettre la science dans toutes les disciplines et encourager à la transdisciplinarité. C'est ce qu'on a tenté de faire notamment. On a créé un centre de recherche qui s'appelle Reset et on a créé aussi un institut, donc un institut qui va mettre en avant des innovations pédagogiques et de recherche et qui là vient de signer un partenariat avec AXA Climate, pour ceux qui connaissent. J'imagine tout le monde dans la salle d'ailleurs, autour des enjeux d'adaptation. Donc à la fois avec un volet recherche, un volet enseignement et aussi un volet un peu influence. Comment est-ce qu'on fait des ateliers pour que les gens puissent se rencontrer et discuter. Et d'ailleurs, petite promo pour l'Institut, on a un événement qui va avoir lieu normalement début juin. Donc ce sera soit le 4, soit le 11 juin, la date n'est pas arrêtée encore, mais ce sera aussi autour des adaptations et ce sera évidemment en partenariat avec AXA Climate. Donc tous les outils que je viens de citer sont vraiment formidables, évidemment, à la fois pour remettre la science au cœur des enseignements, mais aussi auprès du grand public. Et donc au-delà des conférences comme ceci, nous à ESCP on a pris le parti de rendre certains de nos cours en libre accès et on a notamment mis en libre accès le cours Energy, Climate and Business. Si vous vous rendez sur commonsforfuture.escp.eu, vous avez accès à l'ensemble du cours, toutes les ressources, et ce cours a d'ailleurs été co-construit avec Carbone 4, donc on reste un peu dans les mêmes sphères aussi. Enfin, nous comptons sur notre place solide dans le paysage sociétal et surtout dans le paysage de l'enseignement supérieur pour continuer à nous bousculer et à bousculer aussi, nous bousculer entre nous parmi les acteurs de ce domaine. C'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur la coopétition, donc cette idée de coopération parmi la compétition. Et peut-être vous en avez entendu parler, mais l'année dernière, on a organisé un événement avec HEC et ESSEC sur la polarisation dans le débat autour de la transition écologique. C'est la deuxième et dernière feuille. Enfin, nous avons conscience qu'il est essentiel, bien sûr, de continuer à accueillir ce type d'événements, et d'autant plus sur les enjeux d'impact sociaux qui sont vraiment trop absents des discussions autour de la transition écologique et énergétique, et alors que c'est vraiment très important. Donc, juste pour terminer rapidement, on voit clairement que la transition écologique, en fait, et la transition énergétique, c'est bien plus qu'un défi environnemental, c'est vraiment un projet de société. À nous de faire en sorte
sorte qu'il soit une opportunité pour créer un monde plus juste, plus inclusif et plus durable. Et en tant qu'école, bien entendu, on continuera à jouer ce rôle dans la transformation. On pourra en discuter dans quelques jours parce qu'on sera à Change Now les 3 jours. Donc si vous y êtes, venez nous dire bonjour. Ou sinon, dans quelques minutes, si vous êtes au cocktail, on pourra en discuter aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci infiniment Laetitia. Je vais être rapide en 3 points, tout ce que j'ai retenu de manière sérieuse, et après 3 autres qui sont plutôt rapides. Donc il faut faire évoluer les systèmes qui contraignent les modes de vie et les choix des individus, quelle que soit l'alimentation, la mobilité ou la consommation en général. C'était les choses qu'on a entendues plusieurs fois. Dans les Dans les trajectoires de transition, il faut identifier les capacités à évoluer des différents groupes sociaux en tenant en compte la diversité des situations et en s'appuyant sur les situations concrètes des personnes de ménage. Mais dans ce cadre, il y a une question qui reste plutôt ouverte, c'est comment cibler les différentes catégories de ménages. Quelle politique publique est utilisée et par qui commence-t-on? C'est une question, comme je l'ai dit, qui reste relativement ouverte. Je retiens également que scénario tout électrique n'est pas possible. Il faut faire plus de pédagogie et un public ciblé. Et les Français sont irrationnels. Et je veux finir par dire, soyons toutes Myriam. Merci beaucoup.